Ok, on commence. Donc aujourd'hui et demain, on va progresser tout en rattrapant notre retard. C'est sûr qu'on aura rattrapé le retard aujourd'hui et on aura fait une partie de ce qui est prévu pour la séance 16. Mais comme vous le savez, on commencera encore une fois une demi-heure plus tôt demain. Et c'est sûr que demain, quand la séance sera finie, on sera à nouveau dans les clous, comme on dit. Et donc là, pour l'instant, on commence par ce qu'on n'a pas vu de la séance 6 de vendredi, ce qui est beaucoup, puisqu'en fait, on n'a presque rien vu. Mais j'ajuste le contenu, etc. en conséquence. Et il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions, à intervenir. Je peux vraiment ajuster la quantité d'informations qu'on examine. Et donc, il n'y a absolument aucun problème. Même s'il y a des interactions, vous voyez, on ne prend pas de retard normalement. L'autre fois, c'était juste à cause de problèmes de logistique. Mais... Donc là, j'ai fait quelque chose pour faire plaisir à ma collègue. Hop! Et on va... Là, on est où on s'est arrêté à la séance 6. Donc, en fait, pratiquement au début de la séance 6. Donc, j'avais prévu, au début de la séance 6, de vous montrer un peu le résultat de l'encodage des liens paradigmatiques et syntagmatiques dans un réseau lexical, parce que quand on parle de lexicologie, lexicographie, bon, normalement, on s'appuie presque exclusivement sur des dictionnaires. Mais moi, je vous montre beaucoup de réseaux parce qu'on travaille sur la lexicographie des réseaux lexicaux, et je pense que si je vous montre beaucoup de données, d'informations directement à partir des réseaux, ça va devenir pour vous quelque chose de très naturel de vous dire, bon, finalement, c'est le lexique, le réseau, au lieu d'être une page de dictionnaire. Et donc, c'est un peu une sorte de propagande insidieuse. En faisant ça, je vous expose à ce type de modélisation. Et du coup, dans les parties où je vais vraiment expliquer qu'est-ce que c'est qu'un réseau lexical, on verra, je pense, commencera à le voir aujourd'hui et comment ça se construit et qu'est-ce que ça permet, bah pour vous ce sera beaucoup plus évident parce qu'on aura déjà vu les conséquences. Donc une chose que j'ai faite, c'est qu'à partir des quelques liens paradigmatiques et syntagmatiques qu'on avait identifiés, j'ai tissé ces liens avec un éditeur lexicographique dans le réseau pour visualiser ce que ça donne. Vous vous souvenez, je vous avais visualisé Dégoût numéro 1, il n'y avait pas grand-chose. Et là, en fait, on avait identifié pas beaucoup de liens paradigmatiques et syntagmatiques, de liens de fonction lexicale. Il y en avait quelques-uns, peut-être une dizaine. Mais déjà, en faisant ça, et en tissant aussi quelques liens sur la deuxième acception, ça a un résultat au niveau de la structure du modèle du lexique assez conséquent. Un truc important, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais numéroté les deux acceptions avec des chiffres romains. Et puis justement, parce que je faisais l'hypothèse, j'ai un peu imposé l'hypothèse que, en fait, la deuxième acception était une métaphore de la première. Donc le dégoût, ce plat de cervelle de mouton a suscité en moi un profond dégoût, ok, versus mon dégoût face à la politique de l'immigration ou je ne sais pas quoi. Donc je m'étais dit, modélisons ça comme comme la seconde étant une métaphore de la première, donc un sentiment de répulsion, comme si on éprouvait un dégoût physique et ta. Et puis justement, en tissant les liens, je suis revenu là-dessus. D'une part parce que déjà c'était clair que le premier, c'est une sensation de dégoût, donc une sensation physique, mais c'est vicieux. On a étudié ça, en ce moment, on a travaillé sur les génériques des sentiments, etc. Sensation, c'est vicieux parce que je pense qu'en français, il y a une unité lexicale sensation qui, en fait, est la même unité lexicale, mais vague. Elle concerne aussi bien la sensation physique que la sensation psychique. Parce qu'on peut dire des choses comme j'éprouvais à la fois une sensation
de douleur à la jambe et une grande lassitude de la vie. Et une sensation de lassitude vis-à-vis de l'existence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un zogme. Je factorise un emploi de sensation avec deux contextes dont chacun sélectionne un sens. Sensation de douleur à la jambe et une sensation de tristesse ou de lassitude vis-à-vis de la vie. Je factorise les deux dans donc un zogme, un emploi avec deux contextes qui sollicitent l'emploi, et il n'y a pas d'effet bizarre, d'incohérence sémantique ou n'importe quoi. Et ça reflète le fait que la lexie doit être vague, et donc ça ne crée pas de blague ou d'ironie ou d'incohérence sémantique. Si vous prenez par exemple Lancé, il lui a lancé une pierre, une vilaine remarque. Ça, c'est encore un zogme, mais il y a un effet de zogme. C'est soit un jeu de mots, soit une maladresse, parce que c'est deux acceptions du verbe lancer. Et donc, je pense qu'on a ici, avec le fait que le générique sensation, qui est ambivalent, fonctionne pour les deux, ça rapproche énormément les deux sens. Et puis, on voit bien en tissant le réseau lexical qu'ils sont véritablement proches, parce que notamment leurs intensificateurs sont les mêmes, mais vraiment les mêmes, ce n'est pas des métaphores, donc un dégoût profond dans les deux sens, un léger dégoût. Le léger dégoût marche moins bien pour le deuxième parce qu'il intensifie un peu. Le dégoût de la politique, ça peut difficilement être léger, c'est nécessairement intense, alors qu'un dégoût physique peut être léger, éprouver un léger dégoût face à... Mais à part ça, les intensificateurs sont les mêmes. Justement, des choses comme éprouver, ressentir, etc., c'est les mêmes verbes supports. Donc j'ai changé d'avis, je considère le deuxième comme une extension de sens. Du coup, j'utilise les chiffres arabes plutôt que les chiffres romains, puisque les chiffres romains montrent des gros écarts, notamment métaphoriques. Alors voilà ce que ça donne, et je vais le commenter un peu. Je pense que ce serait bien. Donc pour l'instant ça marche. Donc ça c'est dégoût 1, et alors c'est ce qu'on appellera ici un espace sémantique. Enfin j'en reparlerai, mais tous ces liens qui sont en grande partie beaucoup des liens de fonction lexicale sont pondérés. Donc par exemple un lien sémantique de synonymie a une pondération très forte sémantique, alors qu'un lien de opérin, verbe support, non. Il n'y a pas d'intersection sémantique entre faire et rêve, okay? Faire qui est un vrai verbe support. Donc les liens de verbe support ont une pondération nulle, etc. Donc quand on fait ce qu'on appelle ici une analyse topologique du graphe, je reviendrai là-dessus, avec des regroupements, des agrégats, on peut tenir compte de la pondération des liens. Donc un espace sémantique, c'est une analyse de la géométrie, si vous voulez, du réseau lexical, qui ne va fonctionner que sur les liens qui ont un poids sémantique. Et donc ici, on va voir des choses. Donc on a dégoût, dégoûté, le premier sens de dégoûté, qu'il faudrait peut-être changer aussi, parce que j'ai changé pour dégoût, mais j'ai oublié les liens entre les deux dégoûtés, de les changer. Bon, nausée, mal au cœur, haut le cœur, vous vous souvenez, comme un SRS. Donc maintenant, il apparaît. Donc en théorie, bon, c'est un peu serré ici, mais voyez, on voit que le lien entre les deux est un lien SRS. Donc tous ces arcs, vous voyez là, c'est des liens. Et puis vous avez même ici succomber qui apparaît. Donc c'est un des sens de succomber. C'est pas succomber mourir, c'est un succomber métaphorique. Et qui est un collocatif, succomber au désir, succomber, etc. Et en fait, c'est un verbe de réalisation. Donc c'est un réal. Souvenez-vous comme this bike needs to be ridden and this guitar needs to be played, etc. Donc ce n'est pas un verbe support, succomber au dégoût, c'est un verbe de réalisation. Donc en un sens, le lien sémantique n'est pas nul. C'est comme le lien sémantique entre to ride et bike. Il n'est pas nul. Et succomber ici, c'est un sens de succomber qui veut dire vis-à-vis d'un sentiment, etc.,
avoir la réaction attendue par le sentiment. Donc il y a quand même, c'est pas un verbe support. Et ah oui, il y a un autre succombé intéressant. Dès qu'on rentre dans la polysémie, c'est intéressant. Il y a un autre succombé métaphorique qui ressemble un exemple qu'on avait, c'est comme succomber à une religieuse au café. Pas la femme, le gâteau. Et donc succomber à un magnifique tiramisu. Et donc ça, c'est pas une collocation, parce que c'est pas un collocatif de tiramisu. Et c'est une extension de ce sens-là, et ça veut dire vis-à-vis de quelque chose qui est tentant, ou qui nous donne envie de l'avoir, ou n'importe quoi, donc qui nous tente, se laisser aller à en profiter. Okay. Donc c'est ce succomber-là qui va là. Il apparaît ici dans l'espace sémantique parce que, justement, on parle ici de liens sémantiques. C'est moins fort que la synonymie, mais c'est quand même non trivial. Quand on demande les espaces lexicaux, donc là, du coup, il parcourt absolument tout le graphe, qu'il y a un poids sémantique ou pas un poids sémantique, et donc on va trouver des trucs comme éprouver, ressentir, qui n'ont pas de lien sémantique très fort. Bon, il faut que ce soit une sensation ou un sentiment, mais bon. Et puis on va trouver les intensificateurs. Alors là, j'en ai rajouté plus que ceux qu'on avait vus. Un grand dégoût, un intense dégoût, un dégoût infini, etc. Donc qui évidemment n'ont pas de lien sémantique, mais... Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est que justement, si on fait une analyse à partir aussi de dégoût numéro 2, on voit qu'ils sont très liés et très proches, justement. Donc c'est pour ça que... Bon, ils sont liés et proches aussi parce que le lien... Arrête. Ça m'énerve un peu, cette animation. J'ai du mal à la contrôler. Le lien de copolysémie qu'on a entre les deux maintenant, c'est un lien d'extension de sens. Et sémantiquement, le lien d'extension de sens a plus de poids que le lien de métaphore. C'est normal, quand on a une métaphore, une vraie métaphore, bon, bien sûr, il y a un lien par la métaphore, mais au niveau de la dénotation véritable, il peut y avoir, ça peut être quasiment zéro le lien. Donc là, ils sont proches aussi parce que ça a plus de poids sémantique, ce lien entre les deux, mais on voit quand même qu'ils se partagent dans la structure énormément de choses. On verra plus tard des analyses de graphes pour de la polysémie où on a vraiment des métaphores, des choses de ce genre-là. Ça fait des espèces de grappes séparées. Là, notamment quand on indique tous les liens, y compris donc les collocatifs qui ont un rapport quasiment vide, on a un très gros rapprochement. Et ça, c'est un peu typique d'un cas de figure où, en fait, c'est plutôt une extension de sens qu'une métaphore. Okay. Donc, c'est pour vous montrer en même temps que cette façon de conceptualiser le lexique de façon vraiment purement relationnelle, c'est pas simplement un jeu d'avoir une jolie structure ou une jolie image, etc. C'est aussi vraiment être capable d'identifier à partir des relations lexicales la véritable nature de telle ou telle acception d'un vocable. Okay. Ce qui fait... on ne peut pas prendre en isolation une unité lexicale. Il faut toujours la considérer par rapport aux autres avec lesquelles elle cohabite, et notamment avec celles avec lesquelles elle cohabite à l'intérieur d'un même vocable. Donc voilà, et ça montre, c'est un bon exemple aussi de la méthodologie lexicographique. On se lance dans une description avec certaines hypothèses. Quand on a beaucoup d'expérience, on a tendance à avoir des hypothèses pas trop absurdes, mais il faut toujours être prêt à revenir sur une décision. Quand la confrontation, ce que j'avais fait faire au début, c'était pas faux. C'est une modélisation, c'est pas faux, mais je pense que cette façon de voir a plus de pertinence, d'application possible, etc. Okay. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas partir sur un truc qui est illogique. Ça peut être non adéquat et tout, mais il faut que la logique de la lexicologie, ici la lexicologie explicative et combinatoire,
s'applique, qu'il n'y ait pas de contradiction logique. Par exemple, là, il y en a une qu'il faut absolument que je corrige, c'est que justement, ces deux-là sont décrites comme des extensions, mais les V0 conv de 1, les V0 déconversifs, où est l'autre donc dégoûté, il est là. Dégoûté là, justement, ils sont loin, et eux, ils sont en rapport de métaphore. J'ai oublié de faire le changement. Mais si lui est un V0 de celui-là, si lui est un V0 de celui-là, et ces deux-là sont en rapport d'extension de sens, les V0 doivent être en rapport d'extension de sens. Donc ça, par exemple, c'est une erreur logique qu'il faut corriger. Et une fois qu'elle est corrigée, on verra que finalement, ça va se rapprocher encore beaucoup plus au niveau du tissage des liens. OK ? C'est bon ? Pas de... Je vais reparler. Oui ? Est-ce qu'on peut baisser un peu les ventilateurs ? Non ? Enfin, je ne sais pas si vous avez trop chaud, vous le dites, mais on s'entendra peut-être un petit peu mieux. Moi, je n'ai pas de problème, hein, donc ne mettez pas les ventilateurs forts pour moi. Oui ? Le verbe vomir. Oui. Ça aussi, c'était un verbe de réalisation. Donc c'est Ah, oui, merci. Ben, ça, c'est super intéressant. Il y a deux verbes vomir aussi qui ont été introduits ici. Un vomir 2 et un vomir 1 qui, lui, est vomir 1 ici. Voilà. Le vomir 2 est spatialisé, parce que bon, il y a beaucoup de calculs qui va derrière tout ça et tout, est spatialisé ici parce qu'en fait, il correspond très bien à dégoût 2. Ce vomir 2 veut dire juste éprouver, vomir de L, c'est éprouver un L intense. Oh non, restart. Quoi ? Ah, c'est moi qui... Il ne faut pas que je touche, ok. Il faut toucher quoi ? Ah, pardon. Oui, excusez. Oui, ce vomir 2, donc, cette politique me fait vomir de dégoût. Dégoût numéro 2. Évidemment, on ne vomit pas. Qu'est-ce que ça veut dire vomir de dégoût ? Ça veut dire éprouver du dégoût. Mais en plus, le dégoût est très intense. Donc, ce vomir-là, métaphorique, par rapport à celui-là, c'est un... Je vais l'écrire. Donc, lui, par rapport à celui-là, c'est un magne plus opérant. Donc, c'est un verbe support qui prend le premier actant de dégoût comme sujet, qui veut dire éprouver du dégoût. Simultanément, donc magne ne s'applique pas ici à opérant. Le plus fait que simultanément, magne, l'intensification s'y applique, et ça veut dire éprouver un dégoût très intense, vomir de dégoût, pour celui-là. Mais lui, il est aussi connecté quand même à vomir 1, mais c'est une autre fonction lexicale, c'est le symptôme physiologique d'éprouver du dégoût vis-à-vis de la politique. Et c'est pour ça qu'ils sont très proches, ces deux vomir aussi. Je peux dire, cette politique m'a fait vomir, cette nouvelle m'a fait vomir de dégoût, littéralement. Et là, j'ai utilisé vomir 1, c'est comme les cheveux se dressent sur la tête de peur, etc. En fait, il y a deux interprétations possibles. Soit c'est la locution se dresser, les cheveux se dressent sur la tête, et ça veut en fait dire éprouver un sentiment lié à la peur, à la frayeur, vraiment très intense. Ou bien c'est la manifestation physique. Donc il y a une fonction lexicale qu'on a eu du mal à présenter avec Melchuk. Elle arrive à la toute fin de la liste, elle n'est pas parmi celles qui sont fondamentales, mais on avait pas mal de désaccords sur comment elle fonctionne, il faut la présenter, mais elle est très spécifique, elle a à voir avec la manifestation physique des sentiments.
Et donc, on a les deux vomir sont liés à des goûts. Lui, c'est un sympte, c'est un mang plus opérin, et lui, c'est un sympte. Le symptôme physique du fait d'éprouver du dégoût psychique pour quelque chose, c'est vomir. Et là, vous vous souvenez, pour dégoût 1, on avait dit que vomir, c'était un des verbes de réalisation. Parce qu'en fait, le dégoût, c'est quelque chose qui va nous pousser à rejeter ce qu'on a, enfin, notamment, il faut le mentionner dans la définition. Donc lui, il est très proche de vomir, parce que c'est un verbe de réalisation. Donc sémantiquement relativement proche. Donc merci pour votre question, parce que justement, c'était super intéressant de le faire. Je peux vous montrer dans les affichages. Donc si on prend dégoût 1, on regarde les fonctions lexicales ici, donc qui correspond à dégoûter 2, etc. Donc on a comme opérin éprouver, ressentir, avoir du dégoût. Et ici, vomir. Alors, il y a un bug dans cette version de navigateur Spiderlex dans la génération des entrées. Ici, il n'énumère pas les valeurs comme il faut. Avoir devrait apparaître d'abord suivi d'un point-virgule et ensuite avec ça. Et succomber et vomir de dégoût, évidemment, succomber est plus neutre, succomber au dégoût. Donc ça veut juste dire, on ne dit pas exactement ce qui se passe, mais vis-à-vis du dégoût, il se passe un truc. Et vomir est beaucoup plus précis. Donc normalement, dans mon encodage dans la base de données, c'est séparé par un point-virgule, mais cet affichage-là de Spiderlex est un peu buggé. Donc vous voyez le rapport de succomber 2, de vomir 1 vis-à-vis de dégoût, et vomir 2 ici n'est pas présent. Parce qu'on ne dit pas vomir de dégoût, le premier dégoût pour dire éprouver un dégoût très intense. On dit ressentir, éprouver du dégoût. Mais si vous prenez le dégoût 2, donc vous voyez que les choses sont assez différentes, vomir 2 est le mang plus opérin. Et vomir 1 est un sympte, vomir de dégoût. Bon, les numéros ici, ça veut dire 1 veut dire que le premier actant du verbe, c'est le premier actant de dégoût. Donc Jean vomit de dégoût. Et le deuxième actant de sympte, c'est 3. 3, ça identifie l'unité lexicale elle-même, le sentiment. Donc 3, c'est un code ici pour le sentiment, qui est donc le deuxième actant, vomir de dégoût. Okay. Donc ça, c'est là-dessus qu'on travaille avec ma doctorante coréenne sur la phraséologie somatique du lexique des sentiments. C'est des choses comme ça qui n'ont jamais été vraiment bien modélisées, qui nous intéressent. Ces histoires de manifestations somatiques des sentiments, il faut faire très attention parce qu'il y a la manifestation somatique littérale et la manifestation somatique métaphorisée aussi. Et c'est assez complexe ce qui peut se passer. Et les verbes doivent être... Et j'avais eu une révélation en voyant un épisode de la série... parce qu'on avait commencé à travailler avec l'étudiante et on avait... Enfin, moi, j'aimais bien l'exemple « chier dans son froc ». Désolé, c'est un peu... chier dans son froc. OK ? To shit oneself. Et c'est intéressant parce que on peut dire il a chié dans son froc, c'est quand même un phrasème. Ça veut dire il s'est soulagé dans ses habits. Okay. Froc, c'est pantalon, mais ce n'est pas nécessairement un pantalon à la limite. Donc c'est un phrasème, mais ça peut vouloir dire aussi avoir très peur. Et on n'a pas besoin dans ce cas-là de dire chier dans ses frocs de peur, dans le sens métaphorique. On peut dire il chie dans son froc devant son patron. Ça veut dire il a vraiment peur de son patron. Donc il y a une locution chier dans son froc. Et c'était marrant parce qu'en anglais, shit oneself, ça fonctionne de la même façon. Et donc, il y avait les deux détectives. Il y en a un qui est resté dans la voiture, l'autre est parti interroger un suspect, etc. On imagine l'interroger de façon un peu costaude. Et puis, quand il revient dans la voiture, alors l'autre lui dit alors,
Et là, il dit he shit himself, et virgule, literally. Et le fait qu'on peut dire ça montre qu'il y a un sens non littéral de shit oneself. Et que les deux sont très liés, évidemment, parce que c'est une réaction physiologique normale aussi de la peur. La peur fait que la personne peut uriner ou faire caca par réflexe. Mais c'est métaphorisé aussi à travers une unité lexicale, et que le fait qu'on puisse dire literally ou littéralement montre que les deux interprétations du point de vue du destinataire, mais en fait du point de vue du locuteur, les deux encodages existent. Donc c'est vraiment intéressant, et ça a permis justement de modéliser la différence. Encore une fois, je prends des exemples, désolé, là juste scatologiques, mais parce que ça marque en fait. Et c'est intéressant parce que quand on travaille de cette façon-là sur la lexicologie, mais en fait c'est la même chose dans la façon traditionnelle de faire de la lexicographie traditionnelle. Les lexicographes sont des gens qui sont des observateurs. C'est pour ça que je suis contre la linguistique de corpus, où on décrit ce qu'il y a dans le corpus, parce qu'on ne développe pas notre capacité d'observation. Il faut faire de la linguistique basée qui utilise, qui exploite le corpus, mais pas qui décrit le corpus. Parce que ce qui se dit autour de nous, c'est aussi notre corpus. Okay, il faut que ça le soit. Et la langue, c'est comme ça. Si on discute d'un terme, vous pouvez être sûr qu'on l'entendra utiliser dans la journée ou le lendemain. Donc, ça, c'est un beau cas de figure. Ne paniquez pas, on ne sera pas en retard, je promets, même si j'ai l'air de... Voilà, donc ça, c'était pour conclure ce qu'on avait fait avec l'encodage des fonctions. J'espère que ça vous... En fait, j'insiste dessus parce que je vous ai fait 3 séances sur les fonctions lexicales, en partie, mais ça, c'est pour vous montrer à quoi ça sert. Que ce n'est pas juste un truc théorique pour montrer qu'il y a un truc théorique. Ça sert à quelque chose et potentiellement, ça a une forme de validité quand on veut véritablement exploiter une modélisation. Alors, maintenant, on attaque le problème des régularités lexicales. J'irai assez vite avec ça, parce qu'on y reviendra au fur et à mesure. Donc, le lexique, c'est le lieu de toutes les irrégularités. Une règle lexicale concerne une unité lexicale, contrairement à une règle de grammaire qui s'applique à des classes. Et donc, potentiellement, justement, elle décrit une idiosyncrasie. Mais ce qui est évidemment intéressant, c'est qu'il y a des régularités qui existent à travers le lexique, à travers la langue en général, par la grammaire, mais à travers le lexique. Donc, en un sens, un premier type de régularité qu'on a vu, c'est le système des fonctions lexicales standards. Si je vous dis qu'il y a une fonction lexicale magne, je vous dis que dans toutes les langues, dès qu'on exprime l'intensification, il faut se dire que c'est un sens phraséologique et donc potentiellement, on a un phrasème pour exprimer donc une expression non libre. C'est une forme de régularité et à l'intérieur des fonctions lexicales, on peut savoir par exemple que pour certaines classes sémantiques, il y a des valeurs joker donc qui devraient marcher par défaut. Donc justement, avec tous les noms de sentiments, on peut faire l'hypothèse que éprouver va fonctionner comme opérin. Okay ? Mais c'est une hypothèse, parce que comme c'est un opérin, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Une surprise où éprouver ne fonctionnerait pas. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus probable, c'est qu'on pourrait avoir un opérin particulier, spécifique. Pour Ross et Phoebe, tous les instruments de musique, on va pouvoir plus ou moins utiliser to play comme Real 1, les bicycles to ride, ou en tout cas les véhicules ou assimilés sur lesquels on s'assoit plus ou moins en équilibre, like to ride a horse, etc. Donc il y a des régularités, les fonctions lexicales permettent de les identifier et de les formaliser, de les implémenter. On peut associer des valeurs régulières à des classes sémantiques auxquelles on applique des fonctions lexicales. Alors, la séance 16, donc aujourd'hui et demain, on va parler de la polysémie régulière. On en parlera pas mal, c'est un truc important. Et vraiment, donc peut-être j'ai rêvé, mais je pense que
avant le Covid, quand on a commencé à planifier le cours, je pense vraiment que la polysémie était... Mais c'est peut-être moi qui ai dit « Oh, la polysémie, c'est intéressant, on en parle beaucoup, je ne sais pas. » Mais je me souviens que ça avait été identifié comme un sujet vraiment pertinent. Bah aussi parce que j'ai des choses peut-être un peu plus originales à dire vis-à-vis de la polysémie. Parce qu'en fait, la façon dont on procède là, c'est un petit peu une découverte du travail de lexicologie explicative et combinatoire sur les réseaux lexicaux. Pour les définitions, quand je vais parler des définitions, c'est quand même de la lexicologie explicative et combinatoire assez, je dirais, traditionnelle, pas très différente des dictionnaires explicatifs et combinatoires qui ont été faits à l'Université de Montréal ou pour le russe. Donc ça, ce sera important. Et justement, pour les définitions, il y a des régularités au niveau de ce qu'on pourrait appeler des patrons de définition. Donc selon des classes sémantiques, on peut identifier des patrons de définition. Et donc une bonne modélisation ou un bon enseignement, c'est de fonctionner par patron, pour justement montrer ce qui est pareil et montrer ce qui est différent. Alors c'est parce qu'il y a ces régularités dans la langue que c'est bien de les identifier parce qu'elles nous aident aussi à mieux décrire ce qui est spécifique pour telle ou telle unité lexicale. Alors les régularités, et ça j'introduis rapidement cette terminologie, à ce niveau-là, ça semble justement purement théorique ce que je vais dire, mais ça a vraiment des implications pratiques. C'est qu'on peut considérer en fait deux types de familles sémantiques. Souvent on ne considère que la première, parce que justement, les gens ne pensent pas beaucoup à la polysémie. C'est assez marrant. C'est-à-dire quand on fait un dictionnaire, on pense aux différentes acceptions, mais quand on cherche à théoriser un petit peu, la polysémie, ce n'est pas comme l'ambiguïté. L'ambiguïté a un accident de parcours, ou l'homonymie est un accident de parcours. La polysémie, c'est une ressource de la dynamique linguistique. Donc, la première classe sémantique, c'est ce qu'on appellera les champs sémantiques. On dit souvent champs sémantiques. Et si nous disons champs lexicaux, c'est différent. Ce n'est pas la même notion. C'est même très différent. Et cette notion-là se construit sur celle-là. Alors, vous avez les définitions dans le poly. Je vais les commenter, l'expliquer. Donc, champ sémantique des X. Champ sémantique, c'est toujours champ sémantique des animaux, de la cuisine, n'importe quoi, okay, du jardinage, du sommeil, des éléments de mobilier. Bon, ça peut être vraiment, vraiment n'importe quoi. Le seul que ça ne pourrait pas être, c'est le champ sémantique des quelque chose. Parce que quelque chose, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop vague et il n'y a pas vraiment de champ sémantique. Donc si vous prenez des sémantèmes, des sens très très généraux, le champ sémantique des entités, ça n'est pas vraiment un champ sémantique. Parce qu'entité aussi, enfin en gros vous avez quelque chose, fait, entité, c'est des sens très vagues. Ensuite peut-être être vivant, mais le champ sémantique des êtres vivants, là-dedans vous avez, je ne sais pas, des bactéries, et puis vous avez des dromadaires. Enfin, donc, c'est pas clair que ça va être intéressant pour nous. Donc, il faut quand même que ce soit un peu spécifique. Donc, champ sémantique des fruits, des sentiments, ou de là, du, si on met un nom d'activité. C'est l'ensemble des unités lexicales. Donc, un champ sémantique regroupe des unités lexicales. Rappelez-vous, nous, on ne parle pas de mots. Okay. Oui, c'est le poly pour la leçon 6, hein, parce que la séance 6, puisqu'on est dans la séance. Donc, mot, on oublie ça, c'est une classe d'unité lexicale. Comme c'est une classe et pas un ensemble, ça veut dire elle partage des propriétés. Donc, c'est plus qu'un ensemble. Donc, c'est des unités lexicales, et c'est des lexèmes ou des locutions, évidemment, dont la définition contient le sémantème X, fruits, sentiments, jardinage ou l'équivalent, dans une position significative. Donc si je dis le champ sémantique des fruits, dans ce champ sémantique des fruits, vous avez des unités lexicales comme fruit numéro 1.1, pas fruit du genre le fruit de mon travail. Okay. Vous aurez banane, abricot,
Mais vous aurez aussi verger. Parce qu'un verger, c'est un jardin, un endroit où on fait pousser des fruits. Donc verger, et aussi ça ne veut pas dire le champ sémantique des X, ce n'est pas le champ sémantique des noms qui dénotent des X. C'est le champ sémantique de la classe des unités lexicales qui contiennent X dans leur définition en position pertinente. Donc on voit que fruit est dans la définition de verger, et ça compte. Okay. Fruiterie aussi, c'est dans le champ sémantique des fruits. Même confiture est dans le champ sémantique des fruits, un peu à la périphérie, mais quand même, parce que la confiture, c'est un aliment. Donc une confiture de Y consommée par X, c'est un aliment d'un certain type fabriqué avec des fruits. C'est plutôt des fruits Y. On peut faire des confitures avec autre chose que des fruits, strictement parlant ce qu'on appelle des fruits, mais ça devient des confitures un petit peu... On peut faire de la confiture de courge, par exemple. La courge n'est pas un fruit. Et donc, c'est une confiture un peu atypique. Donc, dans la définition, on va dire que typiquement, Y, c'est des fruits, mais ça peut être d'autres aliments végétaux consommables. Donc, c'est dans le champ... Confiture est dans le champ sémantique des fruits. Ça va ? Confiture, un point, comme en anglais, jam, one, is in the semantic field of fruits. Mais jam, qu'on a dans... There was a major jam on the highway between Mumbai and Pune. Ce jam-là n'est pas dans le champ sémantique des fruits. OK ? Donc c'est bon pour champ sémantique. Donc l'unité lexicale. Donc c'est très bon pour les régularités qui concernent la combinatoire. Donc on va s'intéresser, par exemple, le jam number 2, jam on the highway, traffic jam. Si on travaille sur le champ sémantique de la circulation automobile, c'est intéressant parce que peut-être il y a des unités lexicales proches de jam 2, au sens traffic jam, qui ont une combinatoire, on va la comparer, etc., etc. Donc en fonction du sens, c'est le sens vraiment qui guide, on regarde par exemple les combinatoires. Et c'est important aussi dans un contexte non purement lexicographique. Si on parle, on fait un cours de vocabulaire et on veut parler de la circulation à Pune, on va être intéressé par toutes les unités lexicales qui, quelque part, dans leur sens, contiennent traffic et donc jam. Donc, quand on n'est pas nécessairement à faire de la description lexicographique, mais par exemple de l'enseignement de la langue, etc., c'est normal de... Et que, parce que, attention, qui dit enseignement de la langue ne veut pas dire on ne considère pas la polysémie. On peut avoir des enseignements qui visent spécifiquement la polysémie, et même si on ne travaille pas sur la polysémie, si on est un enseignant averti de langue, il faut toujours, quand on travaille sur une unité lexicale, qu'il y ait cette lumière rouge, clignote pas nécessairement, mais un voyant rouge allumé, qui est écrit en dessous polysémie, parce que ça peut surgir à tout moment une discussion, un problème, quelque chose à dire, et oui, mais c'est un des sens parmi d'autres sens du vocable. Donc c'est là les champs sémantiques, mais aussi ça permet de définir les champs lexicaux. Alors un champ lexical des X, donc champ lexical des fruits, des sentiments, c'est l'ensemble des vocables, donc pas des unités lexicales, mais des vocables, des regroupements d'unités lexicales, dont l'unité lexicale de base, donc ça on va en parler en fait dans le contexte du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire si vous voulez grosso modo l'unité lexicale qui contrôle la polysémie, appartient au champ sémantique des X. OK ? Donc par exemple, justement en anglais, si je veux travailler sur le champ lexical de la circulation automobile, je ne vais pas ramener le vocable jam. Parce que l'unité lexicale de base de jam, ça signifie préparation alimentaire, et l'autre est une sorte de métaphore. Les Anglais modélisent traffic jam comme une espèce de truc un peu gluant qui encombre le tuyau de la route, alors que, comme vous savez, en français, ça a été modélisé carrément
par quelque chose qui obstrue complètement l'écoulement, ça s'appelle un bouchon. Okay, donc c'est un peu la même idée, sauf que c'est un peu plus dramatique, la métaphore dans le cas. Donc le vocable jam n'est pas dans le champ lexical de la circulation automobile. Okay, et donc cette notion de champ lexical, elle est très bien donc, pour faire une lexicographie des vocables. C'est-à-dire, même si on s'intéresse à la circulation automobile, commençons par le champ lexical de la circulation automobile, c'est-à-dire les vocables dont l'unité lexicale de base, le gros boss de la structure du vocable, concerne la circulation automobile. Évidemment, après, il faudra étendre nos ramifications, etc. Mais ça va nous donner le cœur et ça va nous dire aussi quel genre de polysémie se construit à partir des noms qui dénotent des lieux de circulation ou des événements qui se produisent, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui guide le travail lexicographique. C'est bien dans le contexte d'un travail lexicographique par exemple, donc à Montréal, Melchou, dans le cours de maîtrise, essentiellement l'évaluation pour les étudiants, c'était de faire des articles du dictionnaire explicatif et combinatoire d'une grappe de vocables. Okay, donc, il les laissait choisir ce qui les intéresse. Et donc, il prenait 5-6 vocables. Enfin, il disait, oui, là, c'est assez, c'est pas assez, en fonction de là. Et c'était pour fonctionner à l'intérieur d'un champ lexical. Donc, si quelqu'un, bon, c'était sur le français, mais travaillait sur l'anglais, s'intéressait à la circulation automobile, et proposait, bon, prenons un truc donc plus facile pour le français, s'intéressait par exemple aux sacs, aux trucs qu'on porte pour transporter des choses, valises, sacs à dos, etc. Et voulait inclure banane, ces espèces de petits sacs ventraux comme ça. Ben là, banane, c'est pas une bonne idée parce que banane, c'est pas l'unité, ce sens de banane, ce sac ventral et tout, pouch, mais il y a peut-être un truc plus... C'est ces pouches qui sont comme ça. Comment on les appelle? Fan? Yeah, but waist pouch could be square. Une banane, il faut que ça ait cette forme un petit peu comme ça. Fanny? C'est ça fait. Ça se dit Fanny Bar. Mais je ne comprends pas Fanny. Ça, c'est le bâton. Ah oui? Ah, je ne connaissais pas. The Fanny. Ah, je sais. The Fanny? Je connaissais un autre sens, mais plus bas que le bas-ventre. Donc, en tout cas, ok, d'accord. Ah, aussi. Ok, d'accord. Bon, c'est un peu... Ok, d'accord. Ok. Donc, banane, on est un peu dans des trucs qui peuvent avoir des connotations sexuelles. Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Hein. Et donc, ce ne serait pas bien d'inclure banane parce que justement, il n'est pas dans le champ lexical des sacs. Il est dans le champ sémantique, mais pas dans le champ lexical. Le vocable n'est pas dans le champ lexical parce que l'unité lexicale de base, c'est le fruit. Et c'est ça qu'on les appelle des bananes parce que ça a une forme un peu allongée et courbe qui évoque celle des bananes. Okay. Donc, c'est très utile pour la démarche lexicographique parce qu'on est au cœur d'une famille de sens avec le champ lexical si on veut parler en même temps vraiment de rédiger la description de la polysémie. Vous voyez la différence des deux notions? Alors, la deuxième s'appuie sur la première. C'est que l'unité lexicale de base appartient au champ sémantique correspondant. Ok? Ça va? Pas... Ok. Alors, illustration, bon, j'en ai déjà donné, en voilà une autre, je vais aller assez vite. Si on prend le champ, on s'intéresse au champ sémantique des comportements, ben, requin numéro 2, l'unité lexicale requin numéro 2 appartient à ce champ sémantique. Il y a au moins 2 secteurs qui pètent la forme dans le Haut-Rhin, les requins de la finance et les vautours du reclassement. Donc ce sens de requin,
c'est un certain type de comportement social. Quelqu'un qui a un requin, c'est quelqu'un qui a un certain type de comportement social. Donc, requin numéro 2 est dans le champ sémantique des comportements. Maintenant, si on prend le champ lexical des animaux, le vocable requin est dans le champ lexical parce que sa lexie de base, requin numéro 1, est dans le champ sémantique des animaux. Okay ? Et donc, en travaillant sur le champ lexical des animaux, on va aussi parler du comportement, évidemment, puisqu'on va décrire le vocable requin. On va décrire le vocable, donc on va décrire aussi requin numéro 2 métaphorique. Et là, ce qui sera intéressant, c'est de se poser la question, mais pour les noms d'animaux, est-ce que j'ai de la polysémie comme ça, on a un nom d'animal et un nom de comportement qu'on considère comme typique de l'animal. Et on va voir évidemment que cette polysémie est relativement présente dans beaucoup de langues, au moins en français, en anglais, etc. Donc voilà, c'est là la différence. Donc je commence à jouer sur la polysémie, à introduire la notion de lexie de base, on verra ça un peu mieux. Alors maintenant, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai jusqu'à midi avant la pause, c'est ça ? On est super bien. Maintenant, je passe justement à ce que j'ai commencé à introduire, le réseau lexical, cette idée du réseau lexical. Bon. Je vous ai dit, en gros, de tout ce que je vous présente, je n'ai pas inventé grand-chose de ce que je vous montre. Cette idée de réseau lexical, le type de modélisation des réseaux lexicaux qu'on appelle les systèmes lexicaux, si vous voulez, c'est un peu ma création. Et ça vient du fait que, je vous ai glissé ce truc que j'aime pas les dictionnaires. J'aime les dictionnaires, j'en ai, etc., j'en utilise. Mais ce que je veux dire, j'ai toujours été frustré par les dictionnaires. Donc, les gens qui sont en lexicographie racontent toujours « moi, quand j'étais petit, j'adorais ça, feuilleter les dictionnaires et regarder ces entrées et tout. » Moi, c'était exactement le contraire. Je sais pas, mais j'aimais tellement la langue et les mots que je ne comprenais pas pourquoi ça me dégoûtait, enfin, pourquoi j'étais frustré et pas heureux avec les dictionnaires. Et puis j'ai fait ma maîtrise, il y a longtemps en France, et j'ai eu beaucoup de chance de la faire avec Jean Dubois, donc, qui était le rédacteur des dictionnaires Larousse. Bon, en fait, personne ne voulait faire une maîtrise avec lui parce qu'ils avaient tous peur de Jean Dubois. Mais moi et une copine, on avait vraiment envie de travailler avec lui parce qu'on le trouvait super intéressant, original et tout. Et donc, il avait dit « Ok, d'accord, mais vous venez un jour par semaine travailler à Larousse. » Enfin, travailler dans l'équipe de rédaction. On était super heureux, c'était pas du tout une punition. Et donc, tous les mercredis, on passait la journée chez Larousse, dans l'équipe de rédaction, c'était super intéressant. C'est pas possible, tout ce que j'ai appris dans ce contexte-là. J'adorais ça, j'adorais la façon de raisonner des lexicographes, ces gens qui ne peuvent pas aller chez le boucher sans avoir des interactions et noter que « Ah, c'est comme ça qu'il dit pour ça ». Ça me semblait être le vrai travail, en fait, du linguiste, qui est d'observer. Par contre, le produit final, ce qu'on faisait, les articles rédigés, les trucs, j'aimais pas ça. Même, je dirais, en un sens, ça me dégoûtait un peu. Et c'était une sensation quasiment, genre de dégoût, donc proche du physique, dégoût numéro 2. Mais je ne pouvais pas l'expliquer vraiment pourquoi. Et c'est graduellement, en travaillant avec la lexicologie explicative et combinatoire, qui utilisait d'ailleurs le modèle des dictionnaires textuels pour décrire le lexique, que j'ai réalisé, c'est que le dictionnaire, c'est complètement relationnel, c'est un réseau, c'est ça qu'on a dans la tête, et puis on est là à se battre avec un texte, premier caractère, deuxième caractère, troisième caractère, on est en train de se battre avec ça pour décrire quelque chose qui n'a pas cette forme-là. Alors, en lexicologie explicative, en linguistique sans texte, par exemple, on dit
on va représenter la structure syntaxique de la phrase par un arbre de dépendance, parce que c'est évident que c'est un système de dépendance entre mots-formes. Oui, mais alors pourquoi pour le lexique, on le représente avec quelque chose qui n'a pas la forme dont on peut faire l'hypothèse du lexique. Donc, cette idée que le lexique qu'on a dans la tête, cette structure de lexique, c'est pas comme ce que nous montrent les dictionnaires. Et c'est purement relationnel. Et donc, cette idée du lexique mental, qui est beaucoup manipulée en psycholinguistique, mais malheureusement, les publications et les recherches sur le lexique mental, et donc de psycholingue, sont en général des recherches expérimentales où on met des gens dans le tuyau, on leur fait des scanners, là, des boom IRM et tout, on regarde en fait les connexions cérébrales qui chauffent ou qui chauffent pas, on dit non. Mais bon, c'est un peu comme quand on fait goûter du vin à des gens dans un IRM et on essaye de voir comment il réagit. Vous savez, il y a une expérimentation comme ça, ça a été après publié, on a dit « plus le vin est cher, plus les gens pensent qu'ils l'aiment ». Alors comment on faisait ça? On met les gens dans un IRM, évidemment on fait passer un petit tuyau comme ça, en plastique, et puis il y a... Puis on verse comme ça dans une espèce d'entonnoir du Saint-Émilion 98. On dit ça coûte, je sais pas, $6 la bouteille. Bon, puis après on verse, je sais pas, une vraie petite piquette de je sais pas quoi. Et là, on dit, comme au Québec, il y avait un vin qu'on appelait la cuvée des patriotes, c'était le vinaigre impossible. Et là, on dit, ça coûte $300. Ah oui, je préfère. Bon, c'est un peu, pour moi, bon, je caricature, mais ces histoires d'IRM et tout, tant qu'on ne sait pas vraiment la structure, quand on n'a pas une théorie déjà de la chose, un peu élaborée, ça aide pas beaucoup. Et donc, si on cherche des choses sur la structure du lexique avec des mesures de chaleur des neurones, d'excitation des neurones, mais on n'a pas une conceptualisation de qu'est-ce que c'est que la structure du lexique, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche, on ne sait pas... Donc moi, je trouve qu'on n'est pas encore mûr, il faudrait que les lexicologues et les neurologues et neurolinguistes travaillent plus ensemble. Et donc, quand je parle du lexique mental, je parle d'un lexique mental théorique. En fait, d'un lexique mental même mathématique, d'une structure mathématique et logique du lexique mental, dont on peut faire l'hypothèse en observant comment ça se passe quand on utilise la langue. On a des indices qui nous permettent de faire des hypothèses, comme en physique théorique, Einstein a décrit des choses qu'il n'a jamais vues, mais il a fait l'hypothèse par ses calculs et ses observations du comportement mathématique, si vous voulez, que certaines choses existaient. On peut faire un peu la même chose, peut-être on va se tromper, et des fois on ne se trompera pas. Donc, ce qui est important, c'est de trouver des modèles diagrammatiques, c'est-à-dire des modèles qui sont des iconiques, qui sont des représentations de la structure du lexique, qui ont une valeur d'iconicité. Et plus précisément des diagrammes, ça veut dire l'iconicité repose sur une forme d'analogie de structure. Grosso modo, la structure de notre modèle a quelque chose à voir avec la structure du lexique. C'est ça qu'il faut chercher à comprendre et construire, sachant que le dictionnaire est un pis-aller. Alors regardons, je ne sais pas si vous avez tous fait de la lexicographie ou métalexicographie. Bon, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il y a trois, au niveau de la structure des dictionnaires, quand on parle des dictionnaires, on sait qu'ils ont une structure textuelle. Un dictionnaire, c'est un texte. En fait, c'est un gros livre avec des pages et des sections, des chapitres, des sections et des sous-sections. Et donc, quand on parle de la structure d'un dictionnaire, on parle en général de deux structures bien connues et d'une autre qui est très peu connue, il n'y a pas de terme pour ça, mais en fait, c'est celle qui est vraiment importante. Donc, on parle de la macrostructure du dictionnaire, puisque c'est un texte, imaginez un traité de je ne sais pas quoi, et vous avez des chapitres. Dans le dictionnaire, vous avez des chapitres, la lettre A, la lettre B, etc., en gros. Et puis dans la macrostructure, vous avez les sections. L'entrée pour tel vocable, l'entrée pour tel vocable. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle la macrostructure.
Si vous imaginez baliser en XML un gros texte, bah, vous avez ce premier niveau où on a les chapitres, les sections et éventuellement des sous-sections. Ensuite, on parle de la microstructure, et ça, c'est quand on rentre dans la description d'un vocable. Donc là, j'ai punaise. Donc l'entrée punaise non féminin, si vous voulez, il apparaît dans la macrostructure, dans la table des matières du dictionnaire. On a le dictionnaire, il y a la lettre P, et sous la lettre P, vous avez des espèces de sections, et ça, c'est l'entrée punaise. Et donc, quand on rentre dans l'entrée punaise, on a un article de dictionnaire qui comporte en fait des sous-articles. Chaque sous-article est la description d'une unité lexicale, normalement. Donc ça, c'est la microstructure. On a notre élément de macrostructure et à l'intérieur, il y a une structuration. On va d'abord donner une unité lexicale, puis une autre. Dans la description d'une unité lexicale, il y a aussi une structure. On commence par un numéro d'identification, ensuite il y a une définition, etc. C'est ça qu'on appelle la microstructure. Et tout bon lexicographe ou bonne lexicographe doit avoir une méthodologie et une méthode clairement établie pour structurer, puisqu'on ne peut pas, dans un dictionnaire, passer d'un nom à un autre nom, par exemple, ou verbe, avec des structures. Dans une structure, on a mis les exemples au début, dans une microstructure, et dans la définition et la fin, et dans l'autre, on a commencé par la définition et après par les exemples. On ne veut pas ce genre de choses. On veut une régularité, c'est super important dans le protocole de rédaction pour un dictionnaire. Si on a un projet de dictionnaire ou de lexique, une partie lexique, en terminologie, on se donne un protocole pour la structure des données qu'on veut produire et puis évidemment la méthode pour y parvenir. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la microstructure et donc on dit toujours dictionnaire, ouais, macrostructure, microstructure, macrostructure, microstructure, etc. Mais je pense que c'est Huygens, qui est donc le métalexicographe, Huygens, théoricien des dictionnaires, qui a proposé une notion, parce que ce n'est pas juste un terme, c'est une notion, c'est la notion de médiostructure. Il dit qu'en fait, un dictionnaire, il établit des connexions d'éléments de microstructure à éléments de microstructure. Donc, on a le dictionnaire comme un texte avec des pages, mais il y a comme des espèces de connexions qui passent à travers. OK ? Et c'est pour ça qu'il l'a appelé la médiostructure. Et ça, c'est une structure relationnelle, pas une structure textuelle. Donc, quand vous avez un truc comme ça, vous avez punaise, petit 1, même là-dedans, la définition, petit insecte, en position de ce qu'on verra qui est le genre prochain de la définition, la composante centrale, cette définition, dans la microstructure, la médiostructure, pointe en fait vers insecte, numéro 1.1. Malheureusement, les dictionnaires ne mettent pas les numéros, ou si vous cliquez sur insecte, vous retrouvez à l'entrée du vocable insecte, mais pas à l'acception précise qui est là. Mais la mention de insecte dans une définition, c'est un pointeur vers l'unité lexicale insecte. Quand ils mettent punaise d'eau ici, en fait, punaise d'eau, c'est une locution faible, ok, c'est un terme, si vous voulez. Donc, ils pointent vers une unité lexicale punaise d'eau. OK ? Et que, normalement, on devrait décrire. Et là, quand de punaise d'eau, donc on voit qu'en fait, ils décrivent un truc sous un autre truc, il y a cette flèche. Et là, alors la flèche, comme symbole, en fait, c'est justement plutôt une icône qu'un symbole. Enfin, c'est un symbole très iconique de relation, vous voyez ? On nous dit, il y a une relation entre punaise d'eau et un machin qui se dit NEP. Bon, moi, je ne connaissais pas le terme NEP pour punaise d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça doit être un terme un peu technique. Donc ça, c'est aussi une relation, un pointeur relationnel. Ça, c'est invisible. C'est encodé dans le texte, c'est linéaire. Mais en fait, vous voyez, on a punaise, punaise d'eau, NEP. Et punaise, insecte. Donc, de façon plus ou moins explicite, des fois avec des pointeurs, on établit ces connexions dans le dictionnaire. Donc, des fois, c'est implicite. Par exemple, là, ici, insecte, comme genre prochain, en fait, de la définition de punaise. Des fois, c'est explicite. Il y a un petit symbole, et chaque dictionnaire utilise ce symbole. On tisse, en fait, une médiostructure.
Donc ce terme de médiostructure est très utile pour les dictionnaires, sauf que les modèles que je vous présente, quand je vous présente les réseaux lexicaux, c'est que le modèle n'est qu'une médiostructure. Donc il n'y a pas de raison de parler d'une médiostructure parce que c'est un réseau. Une médiostructure de dictionnaire, c'est un réseau. Et donc, pourquoi ne pas directement construire un réseau? Okay? Puisqu'on modélise le lexique tel quel est. Donc, vous voyez, vous avez, dans la microstructure, ici, vous avez des sous-éléments. Vous avez une première sous-section avec 2 sous-articles. Alors ça, c'est un article d'unité lexicale et ça, c'est un autre article d'unité lexicale. Okay? Donc, punaise, petit insecte. Punaise, une personne détestable. En général, ça s'applique surtout aux femmes. On dit cette vieille punaise était là encore à nous surveiller, voir. Donc c'est évidemment par métaphore. Et puis on a punaise, la punaise qu'on enfonce sur le mur, donc ils décrivent comme un petit clou à tête plate, etc. Donc avec un sens évidemment très éloigné. Donc ça, c'est la microstructure, mais en fait, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est pour chaque unité lexicale tous les liens qui sont tissés avec, donc, punaise, clou, par exemple. Mais nous, on fera mieux que ça, parce que punaise, clou, ça va être connecté avec le réalin qui est enfoncé. Le verbe, oui, you ride a bike, you play guitar, et vous enfoncez une punaise. Alors que là, une sorte de réal zéro, parce que c'est un participant externe de punaise, c'est écrasé. Qu'est-ce qu'on fait avec une punaise? On l'écrase. Okay? Donc c'est une sorte de réal zéro. Ce n'est pas dans la structure actentielle de punaise. Je pense que dans la structure actentielle de punaise, insecte, on a quand même ici un quasi-prédicat. C'est les punaises que l'on trouve dans l'endroit X, qui sont dans l'endroit X. Parce qu'il y a il y a un réseau autour de ça, une infestation de punaises, les punaises infestent, etc. Donc ce n'est pas juste des insectes, c'est des insectes qui sont conceptualisés comme en fait occupant un endroit et étant en fait des choses qu'on ne veut pas avoir dans cet endroit-là. C'est des pestes, dans un des sens de peste. Donc l'actant, c'est plutôt le lieu. Et on va chercher... Il pourrait y avoir un adjectif, par exemple, pour une pièce ou un lieu où il y a des punaises. Mais je ne crois pas que ça existe. On va dire infesté de punaises, mais on pourrait dire une chambre empunaisée. Peut-être d'ailleurs que ça existe. Au Québec, on appelle ça exterminateur. En France, on dit les gens qui vous débarrassent des animaux indésirables. Je ne sais même pas comment on dit. Au Québec, c'est exterminateur, ça fait un peu bizarre. C'est comme le Pest Control Service, mais en France, on appelle ça... Les dératiseurs, c'est un peu trop spécifique. En tout cas, eux, ils ont peut-être un terme. Et ce serait normal qu'il y ait un terme technique. Il n'y a que la salle de bain et la chambre qui est empunaisée. On peut s'y attendre, ce serait normal. Parce que le punaise, c'est les punaises qui sont à tel endroit. Alors que mouche, non.